Hérodote.net, Richard Schrander. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce deuxième numéro d'Hérodote.net en podcast. Alors aujourd'hui nous avons un sujet d'actualité brûlante, mais c'est un sujet brûlant depuis quelques années, un sujet sensible car il touche en fait de nombreuses personnes, de nombreux protagonistes encore en vie ainsi que leurs descendants. C'est le sujet de la colonisation et principalement en Algérie. Alors on a voulu avoir un regard cette fois d'historien en posant les faits, en posant la question pourquoi cette polémique et en essayant d'avoir la réponse bien entendu. Et nous avons eu la chance d'être invités par l'historien Daniel Lefebvre qui est un des grands spécialistes en France de l'Algérie coloniale. Sur Hérodote.net, nous avions mis un article suite à son livre pour en finir avec la repentance coloniale. Il y a eu de nombreuses réactions et ça nous a donné l'idée de cette interview. Daniel Lefebvre nous invitait il y a quelque temps. J'ai la chance d'être reçu par Daniel Lefebvre, qui est historien, professeur d'histoire économique et sociale à Paris 8, c'est Saint-Denis, qui est également un des grands spécialistes de l'Algérie coloniale. Daniel Lefebvre, bonjour. Oui, bonjour et merci d'être venu jusqu'ici. Vous avez publié récemment, et très récemment, un ouvrage qui s'appelle « Pour en finir avec la repentance coloniale ». Parce que depuis pas mal de temps, beaucoup d'encre a coulé à propos des relations et des événements et de la guerre d'Algérie finalement, très concrètement. Est-ce que vous pourriez, on va revenir sur votre ouvrage évidemment, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur les faits, parce que tout le monde n'est pas au courant. On a longtemps appelé ça les événements d'Algérie, la guerre d'Algérie, la colonisation finalement de l'Algérie par la France. Vous pouvez revenir rapidement ? La colonisation de l'Algérie remonte donc à 1830, plus précisément pour des raisons multiples en 1830, une expédition française est décidée par Charles X et par Polignac et en juillet 1830 donc les troupes françaises s'installent à Alger, prennent Alger. Ensuite, il y a pendant 4 ans une période d'hésitation sur savoir ce qu'on va faire de cette victoire. C'est pas forcément comment je pourrais dire, une envie au départ de dire voilà on va prendre les richesses. Je suis persuadé que au départ l'expédition d'Alger n'est pas de nature coloniale, tout au moins pour tout le monde. Certes, en France même, il y a déjà et depuis, au fond, peut-être la fin du règne de Louis XV, des gens qui lorgnent sur l'Algérie en espérant y trouver des débouchés ou des matières premières, en particulier des matières premières agricoles. Ce sentiment que l'Algérie peut avoir une utilité économique se renforce après la perte de Saint-Domingue, qui devient Haïti, et la France reconnaît l'indépendance d'Haïti en 1826. Et Saint-Domingue, c'était l'essentiel du commerce colonial avec la France. Et donc, on a toute une série de textes dans les années 1820 qui font de l'Algérie le substitut possible d'Haïti. Alors, on imagine des plantations de sucre, on imagine du café, on imagine du coton, énormément de coton. Mais ce qui préside à l'intervention sur Alger, c'est essentiellement des questions de politique intérieure. On a affaire à un gouvernement ultra qui est de plus en plus isolé, qui a perdu les élections, pourtant limitées à un corps électoral extrêmement réduit. Et c'est un gouvernement qui cherche à se refaire une virginité, au fond, à reconquérir une opinion publique en offrant une victoire et donc une satisfaction d'amour-propre aux Français, et éventuellement par ailleurs une armée disponible pour mater des révoltes intérieures. Et le problème, c'est qu'évidemment l'affaire échoue, puisque certes Alger est bien conquise, mais les Français font leur révolution de juillet et arrivent donc au pouvoir avec Louis-Philippe, cette bourgeoisie libérale qui avait combattu l'intervention française en Algérie et qui se retrouve avec ce qu'on a appelé cet héritage encombrant. Alors qu'est-ce qu'on va faire d'Alger ? Donc pendant 4 ans, il y a une période d'hésitation avec toute une série de solutions qui sont envisagées. Et finalement, en 1834, décision est prise de garder Alger. Mais garder Alger, ça veut dire aussi avoir de quoi faire vivre cette ville et puis Beaune, Oran qui avait été conquise. Et on rentre en réalité dans une première période qui est une période de conquête restreinte, d'une fraction de l'Algérie au fond.
et avec une tentative de mettre en place dans la profondeur du territoire algérien des États protégés de la France. Est-ce qu'il y a une présence militaire réelle sur le terrain, qu'on se rende bien compte quand même? Oui, il y a une présence militaire puisque progressivement, et à partir du moment où on va passer de l'occupation restreinte à la conquête totale, c'est-à-dire au tournant des années 1840, l'armée française sur le terrain, c'est 100 000 hommes, plus de 100 000 hommes, c'est-à-dire un tiers de l'armée française du moment. Donc à partir de 1840, là on rentre véritablement dans une phase de conquête qui va durer une petite dizaine d'années, qui va se terminer au fond en fin 1847, une première fois, avec la reddition d'Abdelkader, qui avait été l'animateur de la résistance algérienne à la conquête. Et puis il va y avoir une autre opération en 1857, qui est la conquête de la Kabylie, qui se fait en quelques semaines au demeurant. Et à ce moment-là, on peut estimer que la conquête de l'Algérie est achevée. Et au fond que désormais, il y aura non plus des résistances à la conquête, mais des soulèvements contre la colonisation. On change de forme de lutte. Alors, parallèlement à cette emprise militaire, et au fond, pratiquement tout de suite, des Européens, des Français, mais pas seulement, sont venus à Alger pour chercher fortune, pour s'y installer, ce qu'on appelle les colons. Donc la colonisation a été de pair avec la conquête, mais là encore, il est évident que c'est au moment où les armes l'emportent que la colonisation se développe. Donc il y a un premier mouvement important dans les années 1840, et puis après 1857, on est dans une phase de colonisation. Alors, on va peut-être passer rapidement quand même. La colonisation, concrètement, peut-être c'est quoi? Est-ce que c'est installer des institutions? Est-ce que c'est... Alors, la colonisation, c'est deux choses. C'est d'abord, et progressivement, là encore, la volonté de faire de l'Algérie un prolongement de la France. Donc, on va avoir une politique d'assimilation approximative des institutions. C'est ainsi qu'on va départementaliser, par exemple, l'Algérie. On va créer d'abord 3 départements en 1848, et on va arriver jusqu'à 13 départements, puis 12 à la fin de la période coloniale. On va créer des municipalités, donc des conseils généraux, des municipalités, etc. Donc on va avoir un semblant d'armature administrative qui correspond à l'armature administrative en France. La colonisation, ça a été aussi le développement d'un peuplement européen, avec une immigration venue de France, mais aussi de l'ensemble des peuples européens du bassin méditerranéen, qui progressivement vont fusionner, ce qu'on appelle aujourd'hui les pieds noirs. Alors cette colonisation, elle a une dimension agricole, mais les colons au sens propre du terme, c'est-à-dire les propriétaires d'exploitation agricole, ont toujours été une très petite minorité au sein de la population coloniale. Le reste des Français d'Algérie ne sont pas à proprement parler des colons, ce sont des personnes qui vivent dans les villes, Alger, Oran en particulier, qui sont des employés de l'administration, de services publics, qui sont des ouvriers, des artisans, des professions libérales, etc. Pour vous donner juste un chiffre, sur au fond 1 160 000 Français recensés à la fin de la période coloniale, et ça représente 330 000 personnes actives qui travaillent. Le reste sont évidemment des femmes, des enfants ou des vieillards. Et sur ces 330 000, vous avez à peu près 30 000 personnes qui relèvent du colonat, proprement parler. La population, les colons d'Algérie, c'est 10% du total de la population européenne. Mais ces 10% disposent d'environ 2 millions d'hectares de terre, 7 millions étant restés entre les mains des Algériens musulmans, comme on disait à l'époque. Voilà. Donc la colonisation, c'est ça, c'est le développement d'une population européenne, c'est la transformation des villes. Et le développement des villes. La colonisation a fait de l'Algérie et de plus en plus une population tournée vers la mer et non plus vers l'intérieur, habitant de plus en plus dans des villes ou dans des villages construits à l'européenne, à la française.
C'est le développement de productions nouvelles, par exemple la vigne et la viticulture, qui a transformé à partir des années 1870 les paysages. Et c'est des relations économiques qui ont été des relations économiques extrêmement étroites entre la France et l'Algérie, là encore pour l'essentiel à partir des années 1870. D'accord. Rapidement, on va arriver dans ce qu'on a appelé longtemps les événements, avant de parler de la guerre. On va savoir d'ailleurs pourquoi. Juste peut-être une anecdote qu'on m'a rapportée d'ailleurs récemment, parce qu'évidemment en préparant cette émission j'ai beaucoup discuté avec beaucoup de gens, c'est un sujet qui fait parler, et on m'a rapporté une anecdote que je ne connaissais pas. Au moment de l'arrivée des Allemands en 39-40, il a été question peut-être de fuir et d'importer le gouvernement à Alger. Si on avait fait ça, peut-être que la suite aurait été changée. C'est-à-dire que vraiment, l'Algérie, on peut considérer que c'était vraiment la France. C'était le prolongement quand même. Alors pour beaucoup, oui, pour beaucoup de Français, pour beaucoup d'Algériens même, l'Algérie, c'est la France. Et effectivement, quand l'effondrement de la bataille de France, une option est envisagée, c'est de poursuivre le combat à partir de cette capitale française qui était Alger. Certains hommes politiques ont envisagé cette possibilité, enfin pas des moindres, et il y a eu cette affaire du Massilia, donc de parlementaires, de ministres qui ont pris le bateau pour gagner l'Afrique du Nord. Alors cette question a été beaucoup discutée, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait une véritable possibilité? Pour Weygand à l'époque et pour ceux qui aujourd'hui encore justifient le fait que l'Empire c'était au fond de la foutaise, pour reprendre l'expression de Weygand fait remarquer que la France ne dispose pas en Algérie des moyens suffisants d'assurer la défense du territoire, et qu'au fond, les Allemands, appuyés par les Italiens, auraient traversé la Méditerranée ou seraient venus par la Libye pour faire main basse sur l'Empire, et que ce n'était pas une solution. En revanche, d'autres, et le tout premier qui a travaillé là-dessus, c'est un colonel de gendarmerie qui s'appelait Hubert, a essayé de montrer qu'au contraire, d'abord, il y avait des forces disponibles sur place, d'autre part, la marine française basée à Toulon, à Bizerte et à Mers-el-Kébir était quasiment intacte. Troisièmement, la France avait fait toute une série de commandes aux États-Unis avant la guerre, qui n'avait pas été livrée, qui aurait pu être livrée évidemment à Alger plutôt que de rester aux États-Unis. Et troisièmement, avec l'appui de la Grande-Bretagne, il y avait la possibilité de développer une puissance de feu suffisante pour assurer la sécurité du territoire. Donc évidemment là il y avait une hypothèse qui paraît solide. Elle n'a pas été suivie, je crois, parce que au fond, du côté de Pétain comme du côté de Weygand, le choix de la défaite était fait bien avant, au fond, que les hypothèses de résistance soient envisagées. Je crois que c'est l'analyse, c'est ce gouvernement de Pétain avait fait le choix de la défaite et de la collaboration. D'accord, donc là on vient de poser un peu les bases, voilà, la présence française bien entendu. On arrive dans les années difficiles. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On va arriver rapidement sur qu'est-ce qui se passe, mais surtout qu'est-ce qui s'est passé. Ces événements, pourquoi on a appelé ça d'ailleurs les événements pendant longtemps, et on n'a pas dit guerre d'Algérie. Et puis on va arriver à cette polémique de repentance, bien sûr. Alors les événements, donc 31 octobre, 1er novembre 1954, un mouvement qui est peu connu, aussi bien des Français que des Algériens d'ailleurs, lance une insurrection tentative d'insurrection, en réalité une série d'attentats coordonnés sur l'ensemble du territoire algérien. Ce mouvement, c'est le FLN, le Front de Libération Nationale, qui est l'émanation au fond d'un courant nationaliste qui puise ses origines à Paris en 1926 dans l'étoile nord-africaine, mais qui a connu des dissensions très fortes internes, en particulier depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc le FLN est né de ce vieux courant nationaliste, et ces militants estiment que
au fond, le seul moyen de faire bouger les choses en Algérie, d'arracher l'indépendance de l'Algérie, qui est leur revendication donc, depuis 1926, c'est d'engager une confrontation militaire. Donc des attentats sur l'ensemble du territoire, et une réaction très vive du gouvernement français de l'époque, et présidé donc le président du Conseil, c'est Pierre Mendès France, qui envoie des renforts de police. Donc au départ, la guerre d'Algérie, c'est des attentats et des opérations de police. Mais progressivement, et à partir du mois d'août 1955, au fond l'affaire se développe. Le FLN, malgré les coups, a réussi à s'implanter dans certaines zones, à augmenter sa capacité militaire et à attirer à lui une partie des Algériens musulmans. Et à partir de ce moment-là, aux efforts de police s'adjoint de plus en plus une intervention de l'armée. Et on rentre là véritablement dans ce qu'on appelle la guerre d'Algérie. Ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre d'Algérie. Ce qu'on appelait déjà la guerre d'Algérie. Déjà à l'époque, le terme est employé dans la presse très, très communément. Le terme événement est évidemment le mot officiel. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Algérie, c'est la France. Et donc, on ne peut pas faire la guerre à soi-même. D'accord. Donc, c'est une litote qui repose sur cette idée que l'Algérie, c'est la France. Et aucun gouvernement ne souhaite évidemment parler de guerre d'Algérie. Mais en réalité, c'est bien d'une guerre dont il s'agit, et les journalistes ne s'y trompent pas, les observateurs ne s'y trompent pas, les militaires eux-mêmes ne s'y trompent pas, ils parlent évidemment de guerre, dans les archives le mot est employé très, très couramment, mais officiellement, évidemment, c'est un peu la langue de bois des événements. On cherche à minimiser par ailleurs l'ampleur du conflit, au moins jusqu'en 1956, puisqu'en printemps 56, en avril 56, il est décidé d'envoyer le contingent. Alors il était déjà présent, puisque des attentats du 1er novembre, il y avait quelques soldats du contingent qui ont été tués, mais il était présent parce qu'un certain nombre de jeunes Français faisaient leur service militaire en Algérie. En avril 56, c'est tout à fait différent. On décide d'envoyer des dizaines de milliers de jeunes du contingent combattre en Algérie. D'accord. Alors là, on ne va pas raconter évidemment la guerre. Quand même rappeler qu'on est en pleine période où tous les empires coloniaux quand même sont confrontés aux mêmes problématiques finalement. Oui, on est dans une phase de décolonisation. Il faut se souvenir que en juillet 1954, donc quelques mois avant le début de ce qu'on va appeler la guerre d'Algérie, l'indépendance de l'Indochine française avait été scellée par les accords de Genève, que les discussions sont en cours également au Maroc et en Tunisie, et que tout ça aboutit en 1956 à l'indépendance de ces deux pays, que les Indes anglaises avaient acquis leur indépendance, mais qu'en même temps également une partie de l'Afrique anglaise, notamment la Gold Coast, le Ghana, sont sur la voie des indépendances. Donc on est effectivement dans une période plus générale de mouvement d'indépendance, et donc l'Algérie s'inscrit évidemment dans ce courant général. Alors on arrive vers la guerre se passe, effectivement il y a tous ces combats. Pour avoir plus d'informations, on ira sur Hérodote bien entendu pour lire tous ces documents. Maintenant on va arriver concrètement dans le vif du sujet. C'est la fin de la guerre, il y a les accords d'Évian 62. Oui. Et qu'est-ce qui se passe donc dans ces accords d'Évian, et qu'est-ce qui donne aujourd'hui qu'est-ce qui fait couler autant d'encre concrètement entre ces deux pays qui, on dirait, ne referment pas cette histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, 18 mars 1962, c'est donc la signature ce qu'on appelle improprement des accords d'Évian, qui ne sont pas totalement des accords, puisque ce sont en réalité puisque les représentants français ne reconnaissent pas formellement l'existence du gouvernement provisoire de la République algérienne. Donc ils négocient avec un mouvement politique qui est le FLN. Ces négociations sont extrêmement longues. L'essentiel des négociations d'ailleurs ont été publiées par Maurice Weiss tout à fait récemment. Donc on peut avoir tous les télégrammes, les synopsis, les comptes rendus des discussions entre la délégation française et la délégation algérienne. Qu'est-ce que dit les accords d'Évian ? Au fond, on reconnaît l'indépendance de l'Algérie. L'Algérie devient indépendante. Bien entendu, on va organiser un référendum en France pour confirmer cette indépendance, et en Algérie plus tard. Mais en réalité, le 18 mars 1962, c'est clair que l'indépendance est acquise.
Et j'ai envie de dire même, elle était acquise bien avant. On peut penser que dès septembre 59, le général de Gaulle, dès le 16 septembre 59, était entré dans cette voie. Et en tout cas, j'ai trouvé moi des archives économiques qui attestent que la question à partir de mars 1960 n'est plus de savoir si l'indépendance de l'Algérie est inéluctable, mais de savoir comment on va gérer l'indépendance de l'Algérie au plan économique et surtout au plan du million, presque 200 000 Français qui vivent encore sur place. Donc, indépendance de l'Algérie et en même temps une politique de coopération qui reposait sur la reconnaissance des droits acquis des Français d'Algérie et en même temps le maintien de l'aide économique, enfin, ce qui va devenir l'aide économique et qui était en réalité auparavant le financement du plan de Constantine. Il se trouve que les accords d'Évian sont signés, enfin sont acceptés du côté algérien par des dirigeants qui ne sont pas ceux qui vont être amenés à diriger l'Algérie quelques mois après. Ça, c'est très important, en fait. Et donc, entre ceux qui signent, qui se mettent d'accord, et il n'y a aucune raison de nier leur bonne foi au moment où ils apposent, donnent leur accord à ce protocole. Et au mois de juin, il y a à Tripoli une conférence du FLN qui estime que ces accords d'Évian ont un contenu néocolonial et qu'il faut que l'Algérie s'en libère le plus vite possible. Et donc en réalité, ces accords d'Évian, du côté en particulier de l'Algérie, n'ont jamais été respectés. Et les premières victimes en ont été les Français d'Algérie eux-mêmes, qui ont été spoliés de leurs biens et qui ont été contraints à quitter l'Algérie dans les pires conditions. Alors certes, l'OAS qui fonctionne, enfin qui multiplie les attentats et les destructions, donc à la fin de la guerre d'Algérie, n'est pas indemne de toute responsabilité. On va peut-être rappeler ce que c'est que l'OAS déjà. L'organisation de l'armée secrète, qui était donc un groupe activiste qui s'est attaché à multiplier les attentats pour tenter de conserver l'Algérie française, et puis qui ensuite, au fond, a mené une politique de terre brûlée à partir au lendemain des accords d'Évian, avec la volonté, au fond, de détruire en Algérie tout ce que la France y avait construit. Et donc les Français d'Algérie ont été pris entre ces deux feux et ont fui massivement l'Algérie. Donc des accords qui n'ont pas été respectés. D'autre part, la guerre d'Algérie ne s'arrête pas le 18 mars ou le 19 mars, le jour d'application du cessez-le-feu, mais elle se poursuit au moins jusqu'en septembre, notamment avec des enlèvements très nombreux de Français d'Algérie, sous prétexte que certains étaient responsables ou militants de l'OAS, mais beaucoup d'autres étaient simplement au mauvais endroit au mauvais moment, et la plupart de ces Français n'ont jamais été retrouvés, c'est ces fameux disparus, qui ont été, évidemment, on le sait, massacrés ultérieurement. Même chose, des soldats français ont continué d'être tués ou d'autres enlevés entre mars et septembre 1962. Donc il y a dès mars, au moment où on se met d'accord sur la fin de la guerre d'Algérie, il y a en même temps un raidissement de la guerre, une cruauté exacerbée des affrontements, et d'emblée un contentieux qui se constitue. J'allais dire comme souvent en fait, dans toute fin de guerre, il y a toujours c'est comme une poussée de fièvre en fait. Oui, là, si vous voulez, ce qui a été terrible, c'est que la guerre d'Algérie, c'est pas un affrontement uniquement entre des Algériens et la France, c'est que c'est une guerre, j'ai envie de dire, à quatre adversaires. C'est une guerre civile à l'intérieur du peuple algérien. Tous les Algériens ne se sont pas soulevés derrière le FLN comme la propagande de l'État algérien le dit, mais en réalité beaucoup d'Algériens ont opté pour la France, même s'ils souhaitaient des réformes, des changements, mais ils ont refusé le FLN. On évoque en particulier la question des harkis. Mais d'abord, à côté des harkis, il y avait aussi des dizaines de milliers d'Algériens qui ont fait la guerre d'Algérie dans l'armée française. On va aussi rappeler ce que c'est qu'un harki. Oui, je viens de dire, dans l'armée française, soit parce qu'ils étaient des militaires engagés, soit parce qu'ils étaient des jeunes Français appelés à faire leur service militaire, comme tous les jeunes du contingent.
Et à côté de ça, il y a eu ce qu'on appelle les harkis. Alors, derrière le mot harki, on met toute une série de catégories différentes. En gros, les harkis, ce sont quoi? Ce sont des Algériens musulmans qui sont embauchés par le gouvernement général de l'Algérie, c'est-à-dire par l'administration coloniale, pour être des supplétifs de l'armée française et donc pour combattre aux côtés de l'armée française. L'engagement des harkis du côté de l'armée française a plusieurs raisons. Des raisons économiques, pour beaucoup ce sont des paysans pauvres, et au fond c'est l'occasion de gagner un salaire qui fait bouillir la marmite, qui fait vivre la famille. D'autres le font par véritable attachement à la France, par exemple des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. D'autres le font pour se venger d'une exaction du FLN, extorsion de fonds ou meurtre d'un proche, etc. Donc il y a une multitude d'explications qui justifient cet engagement. Et le drame, c'est que dans les accords d'Évian, il est prévu une amnistie pour tous les faits liés à la guerre. Mais là encore, les Algériens ne respectent pas cette clause et une répression extrêmement dure, sauvage, s'est abattue sur un grand nombre de harkis au moment, enfin dès le lendemain de la signature des accords d'Évian, sans même attendre l'indépendance de l'Algérie. Et il faut bien le reconnaître, à quelques exceptions près, à quelques initiatives individuelles près, l'armée française est restée l'arme au pied. Elle n'a pas cherché à protéger, à défendre les harkis, les ordres étaient contraires. Et d'autre part, si on a bien proposé aux harkis de signer un engagement dans l'armée française pour être rapatriés, ça s'accompagnait de l'abandon par ces hommes de leur famille, ce qui était évidemment pour la plupart d'entre eux quelque chose d'inouï. Donc pour beaucoup, ces harkis ont été contraints de rester en Algérie et ont été en but à une répression. Alors, quel bilan? Là aussi, on rentre dans la querelle de chiffres. Combien de harkis ont été massacrés? Eh bien, l'honnêteté veut dire qu'on n'a aucun chiffre aujourd'hui. Tous les chiffres, les fourchettes vont de 10 000 à ceux qui minimisent, à 150 000 à ceux qui vont un petit peu sur l'autre extrême. 10 000, 150 000 n'a aucun sens aujourd'hui. L'historien est incapable de proposer une fourchette précise parce que nous ne disposons pas des archives nécessaires et en particulier des archives algériennes. Donc tous les chiffres qui sont donnés proviennent d'extrapolation et n'ont aucune valeur. Donc ça, c'est une histoire à faire. Ce qui est indiscutable, c'est qu'on a là quelque chose, une tragédie épouvantable qui montre que ces accords d'Évian ont été un chiffon de papier. D'accord, voilà, les faits maintenant sont posés, on a vu vraiment concrètement tout ce qui peut se passer. Alors, depuis quelques années, on lit partout, on entend partout, surtout au moment des élections, c'est vrai, des phrases comme repentance coloniale, on entend reconnaissance de crimes, devoir de réparation, etc. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ces phrases, à ces mots un peu durs ou un peu nouveaux? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est soudain ou est-ce que c'est lié à quelque chose? Comment vous expliquez ça? Ça n'est pas soudain. Je crois que la question d'ailleurs ne se pose, s'intègre dans une problématique plus large. Je crois que au fond, ce qui a été un élément déclencheur, c'est la prise de conscience du génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah. Très longtemps, au fond, l'histoire de la Shoah n'a pas été faite, ou elle a été faite, mais elle a été peu connue, et ça n'est que progressivement, pendant très longtemps, je veux dire, on a une histoire de la Seconde Guerre mondiale, ou une histoire de Vichy, qui est une histoire de combat de la résistance contre la collaboration, etc. Et au fond, la question de la déportation des Juifs, la question du rôle de l'État vichiste dans la déportation des Juifs a été minorée ou a été au fond peu étudiée ou en tout cas peu
peu connu. Et Pardon, je vais vous couper, mais pourquoi concrètement parce qu'il y avait encore des survivants et que l'histoire ne se fait mieux que sans survivants, ou parce que... je crois qu'il y a eu déjà une sorte de compromis qui s'est fait au lendemain de la guerre. La question, c'était en 1945 et dans les années qui ont suivi, de reconstruire la France. On ne peut pas reconstruire la France dans une atmosphère de guerre civile. Donc il fallait au fond créer un consensus au sein de la population française permettant au fond de rassembler tout le monde et de mettre tout le monde au travail. Et je crois que ce consensus a été le fait à la fois des gaullistes, du général de Gaulle en particulier, mais également de l'ensemble du mouvement gaulliste, et également des communistes, pour ne pas mettre de sel sur les plaies. Donc on a au fond présenté une version héroïque de la Seconde Guerre mondiale et de la population et de l'attitude de la population française à ce moment-là. Au fond, j'ai envie de dire que c'était presque, d'une manière ou d'une autre, tous résistants. Et cette histoire, je crois, a eu une fonction politique bénéfique. C'est qu'effectivement, ça a permis de recréer cette unanimité du peuple français, et ça a permis que la 4ème République a été une république exceptionnelle au niveau économique. La reconstruction s'est faite dans des conditions extrêmement rapides, mais avec un effort de travail considérable de la part des Français. Et puis cette histoire, évidemment, n'a pas tenu au-delà. Et et elle commence au fond à se fissurer. Un historien américain, Paxton, sort sa France de Vichy. De mémoire, la première édition doit être en 1971, quelques années après dans la version française, et qui montre que Vichy a joué un rôle actif dans la collaboration, qu'il n'a pas été le bouclier que Pétain expliquait avoir été, mais au contraire un acteur qui s'est mis volontairement dans une politique de collaboration avec les nazis, et que Vichy a joué un rôle considérable dans la déportation des Juifs de France. Évidemment, dans ces conditions, il y a eu une espèce d'introspection qui s'est faite en France. Les travaux ont été multipliés, et on a eu un effet inverse. Je pense par exemple à un film comme Le Chagrin et la Pitié. Au fond, on a montré toutes les vilainies, toutes les bassesses, toutes les faiblesses du peuple français à un moment donné. Et alors là, on est presque passé de tous résistants à, je caricature évidemment, à tous collabos, les gens acclamant, on a des images de Parisiens acclamant Pétain encore en 1944. Et à ce moment-là, au fond, c'est la face noire de la France sous l'occupation qui l'a emporté sur la face glorieuse. Alors là encore, on était évidemment dans l'excès, mais je crois que ça a créé d'abord un sentiment de devoir de reconnaissance et de réparation. Il fallait multiplier les gestes à l'égard de la communauté juive de France qui avait été victime de cette politique de l'administration pétainiste. Évidemment, on sait bien aujourd'hui, les travaux notamment d'Azéma, de Rousseau, etc., et de très nombreux historiens qui travaillent sur ces questions montrent que la position des Français a été beaucoup plus nuancée, que leur opinion à l'égard de Pétain a évolué, et même évolué très vite, et qu'à côté de dirigeants de résistants qui ont résisté les armes à la main, on a une multitude de phénomènes de résistance beaucoup plus humbles mais efficaces, qui a permis en particulier que au fond les 2/3 des Juifs de France soient sauvés, ce qui est tout à fait considérable. Même si, effectivement, malheureusement, et là, l'État de Vichy, la police, la gendarmerie vichyste ont joué un rôle important, un tiers a subi les camps d'extermination, et on n'en est pas revenu pour l'essentiel. Donc je crois qu'il y a eu cela, et puis le procès Papon, secrétaire général de la préfecture de Bordeaux pendant l'occupation, qui n'est pas à ce moment-là un fonctionnaire de premier plan, mais qui est quand même un haut fonctionnaire, qui témoigne d'un zèle
indiscutable pour organiser les rafles de juifs, et y compris déporter les enfants avec les parents, ce qui n'était même pas exigé par les nazis. Le rôle de la police dans la rafle du Veldiv, c'est-à-dire des juifs de Paris qui sont arrêtés, expédiés d'abord à Drancy et pour la plupart ensuite déportés à Vichy. Tout ça, évidemment, a pesé très lourd dans cette mauvaise conscience des Français à l'égard de leur passé. Et puis, au fond, on est passé de Vichy à la colonisation. Le personnage de Papon lui-même s'y prêtait, puisque Papon, secrétaire général de la préfecture de Bordeaux pendant la guerre, c'est le préfet IGAM, donc inspecteur général de l'administration en mission de département de Constantine, pendant la guerre d'Algérie, et puis c'est le préfet de police de Paris, qui s'illustre notamment par la dureté de la répression contre la manifestation des Algériens de la région parisienne du 17 octobre 1961 et contre la manifestation également de Charonne. Donc le personnage lui-même, au fond, et dans le procès de Papon d'ailleurs, les événements de 1961 et 1962 sont évoqués comme pour créer une espèce de filiation à travers ce personnage entre le rôle de Vichy et puis le rôle de l'État français, mais pour le coup gaulliste, de 1961-1962 dans la répression contre les Algériens ou contre les militants, pour l'essentiel communistes, qui exigeaient la paix en Algérie. Et d'autres éléments ont joué, le contexte international, d'Urban par exemple, toute la question qui a ressurgi également de la traite négrière dans la période de la première colonisation jusqu'au fond à la loi les décrets de 1848 qui abolissent l'esclavage dans les colonies françaises. Tout ça a créé un climat où, au fond, la question coloniale s'est progressivement substituée à la question de Vichy et de l'occupation. Durban, c'est la conférence en 2001, hein, c'est ça? Il y a effectivement Durban qui, là, a posé le problème du rôle de la colonisation dans le sous-développement et qui a demandé donc que la colonisation, la traite négrière soit condamnée, notamment par les instances internationales, l'ONU, et que cette condamnation se prolonge par une politique de réparation. On est allé jusqu'à chercher à évaluer la valeur perdue par l'Afrique du fait de l'esclavage, et donc demander la compensation en numéraire, enfin aux États-Unis d'ailleurs, même aux États-Unis ils ont eu. Alors le rôle des groupes afro-américains a été important de ce point de vue dans la mobilisation des communautés noires. Est-ce que c'est intéressant par exemple, c'est que toute une série d'États africains ont été extrêmement gênés par cette affaire et n'ont pas au fond insister sur Durban pour une raison simple, c'est que cette traite négrière est le fait aussi d'États africains. Il y a une très belle exposition au Quai Branly là, sur l'art royal du Bénin, absolument somptueuse, mériterait d'ajouter une chose, c'est que cet art royal du Bénin repose sur la vente de captifs aux esclavagistes portugais par le roi du Bénin. C'est ça la problématique avec l'histoire, hein. Rien n'est tout blanc ou tout noir, tout est un peu... il y a des nuances, c'est comme ça. Est-ce que c'est une première dans l'histoire, selon vous, très moderne, finalement très contemporaine, de demander réparation? Ça a l'air d'être assez récent tout ça. On ne le faisait pas dans les guerres précédentes et dans les événements précédents. Alors, la tradition, évidemment, quand un pays est vainqueur à l'issue d'un conflit, c'est qu'il demande des indemnités. Alors l'indemnité, elle peut être territoriale, elle peut être pécuniaire, elle peut être les deux souvent. Ce qui change peut-être, c'est à l'issue de la Première Guerre mondiale, donc dans le cadre ce qu'on appelait les traités de Versailles, c'est qu'on a imposé effectivement des réparations à l'Allemagne pour toutes les destructions commises par le conflit. Donc là, on était entré dans cette idée de réparation à ce moment-là.
D'où évaluation. Évaluation avec des conflits extrêmement importants. Qu'est-ce qu'il fallait indemniser, à quel niveau, comment l'Allemagne pouvait-elle payer, et est-ce que ces demandes étaient compatibles avec la réduction de son potentiel économique, commercial qui lui était imposé par ailleurs. Donc un débat extrêmement qui se poursuit d'ailleurs, hein, un débat extrêmement vigoureux entre économistes. Keynes, par exemple, publie un de ses premiers ouvrages importants sur cette question, en désavouant d'ailleurs ces clauses du traité de Versailles. Donc je crois que là, le précédent, peut-être que des historiens spécialistes de périodes antérieures en trouveraient d'autres, je crois que le précédent, c'est le traité de Versailles. La nouveauté, c'est surtout l'opinion publique. En fait, voilà. Mais la différence, c'est que le traité de Versailles, c'est 1919, donc on est tout de suite à la sortie de la guerre. En 1962, quand on signe les accords d'Évian, il n'y a pas de notion de réparation présentée par le FLN, par exemple. L'idée, c'était tout simplement que la France continue, au fond, les financements importants qu'elle faisait dans le cadre du Constantine, les continue dans le cadre de l'Algérie indépendante, qu'elle mette à disposition par ailleurs toute une série de techniciens, d'enseignants, etc., pour aider l'Algérie à se développer. Mais on n'est pas du tout dans la problématique ni de l'excuse, ni de la réparation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On va maintenant arriver dans la thèse. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que sur le fond, il y a du côté algérien un problème majeur, c'est que toutes les espérances nées de la guerre, nées des souffrances du peuple algérien, ont été très rapidement déçues. Le FLN avait promis le bonheur avec l'indépendance. Au fond, toutes les difficultés que rencontraient les Algériens étaient dues au colonialisme. Supprimer le colonialisme, l'Algérie et le peuple algérien va rentrer dans une période d'expansion, de croissance et de croissance partagée. La réalité a été tout autre. La réalité, c'est que, au fond, les richesses de l'Algérie ont été accaparées par une nomenclatura issue de la direction militaire de l'armée algérienne, qui a mis le pays pratiquement en coupe réglée. Alors que l'Algérie dispose de ressources pétrolières et gazières considérables, que la France achète ses productions plus chères que sur le marché mondial, et par conséquent qu'il y avait des possibilités d'investissement économique, mais aussi social, logement, santé, etc., école, eh bien, les Algériens ont été frustrés d'une bonne partie de ces richesses. Donc c'est constitué un mécontentement très fort, et on peut penser d'ailleurs que sur ce plan, les islamistes algériens se sont développés sur ce terreau de désillusion, de pauvreté et de sentiments effectivement de très grande frustration et de rejet de cette classe politique qui n'est pas au service du pays. Et du côté de la direction de l'Algérie, à partir de là, s'est posée une question de légitimité. Quelle était leur légitimité ? Eh bien, dès l'instant où ils n'avaient pas de légitimité véritablement démocratique, leur légitimité, ils l'ont construite sur le mensonge historique. C'est-à-dire qu'ils ont construit une histoire fausse de ce qu'a été la colonisation française, fausse de ce qu'a été la guerre d'Algérie, et fausse du rôle qu'ils ont eu dans la guerre d'Algérie. Alors, on est sur le mensonge historique. Il est évident que si aujourd'hui, et ce mensonge historique est en train d'être très profondément écorné en Algérie même par des historiens algériens, il est évident qu'ils perdent un élément de légitimité très fort. Deuxièmement, les contentieux historiques avec la France ne sont pas des contentieux permanents, mais des contentieux ponctuels. Chaque fois qu'il y a un élément, au fond, une crispation diplomatique entre les deux pays, alors ces crispations ont généralement deux causes. Soit une question de politique migratoire, la France voulant réduire ou contrôler l'accès des Algériens au territoire national et les conditions de travail, etc., des Algériens en France, soit sur les questions du prix du gaz et du pétrole. Alors à ce moment-là, le contentieux historique intervient
Au fond, avec l'idée de la part des dirigeants algériens, c'est qu'en jouant la culpabilité française sur le passé, ils obtiendront des concessions plus grandes sur les points qui les intéressent. Alors comment ces thèses... Ça commence très tôt. Hein. Ouais, je comprends. Comment ces thèses arrivent en France finalement? Comment est-ce qu'on en arrive à, en France, demander que l'État s'excuse, etc. Alors, en France, je crois que c'est sans doute... l'affaire est compliquée parce que je crois que c'est sans doute lié à des débats sur des fragments de la population française qui sont liés à cette histoire. On va appeler ça les porteurs de mémoire si vous voulez, mais de manière beaucoup plus large. Alors, ça met qui en jeu? Ça met en jeu, bien entendu, les Français d'Algérie et leurs descendants qui, évidemment, sont dans une position revendicative par rapport moins d'ailleurs à l'Algérie qu'à la France, en disant nous avons été spoliés, nous n'avons pas été indemnisés, nous avons connu des conditions difficiles de retour et de réinstallation et nous n'avons pas été indemnisés à la hauteur de nos pertes. Alors oui, ça, on peut même dire des conditions lamentables en fait, sans aller... Oui, des conditions tout à fait lamentables, en particulier en termes de logement. Alors là-dessus, on pourrait revenir, mais c'est une histoire un peu longue, mais on y reviendra, ça m'intéresse, puisque je travaille sur cette question justement actuellement, je prépare un autre bouquin sur ces questions, du retour des Français d'Algérie et des conditions dans lesquelles ils se sont réinsérés, insérés plutôt, puisque la plupart n'avaient pas de lien direct, en France. Donc, au fond, j'ai envie de dire, pratiquement depuis 1962, les rapatriés et les organisations qui les représentent ou qui prétendent les représenter sont sur une position, au fond, revendicative et entretiennent, au fond, une mémoire de victimes de ces événements. Deuxième groupe, les soldats du contingent. Il y a eu au total 1 200 000 soldats du contingent qui ont été envoyés pour une durée ou une autre en Algérie, 400 000 soldats d'actifs, donc 1 600 000 qui eux aussi se posent des questions sur la guerre qu'on leur a fait faire et les raisons pour lesquelles on les a fait combattre, outre pendant très longtemps les revendications qu'ils avaient sur la carte du combattant qui était important pour des hommes qui arrivaient à l'âge de la retraite. D'autres groupes se sont ensuite progressivement manifestés. Ce sont ce qu'on appelle les fils de harkis. Donc c'est deuxième génération. Hein. Alors donc c'est des harkis qui sont certains ont pu s'installer en France. Si les pieds noirs ont rencontré des difficultés, les harkis ont rencontré des difficultés encore plus importantes pour ceux qui sont rentrés comme harkis. Je ne parle pas pour ceux qui au fond sont fondus dans l'immigration algérienne d'après la guerre. Et beaucoup, par exemple, ont été installés dans des camps, dans les chantiers forestiers qui ont fonctionné sur un mode paramilitaire, à l'écart de la société française. Les enfants ont eu beaucoup de difficultés à s'installer, à s'insérer, à se faire reconnaître aussi comme français. Donc progressivement, les harkis eux-mêmes sont restés muets. Mais les enfants, progressivement, ont commencé de prendre la parole et d'exiger à la fois une reconnaissance symbolique pour les sacrifices de leur père, mais également des compensations matérielles en termes d'insertion, de facilité scolaire, voire même d'indemnité pour pouvoir s'installer dignement. Donc là, il y a eu aussi ce groupe qui est intervenu et qui, au fond, a conflué avec les pieds noirs. Il y a eu comme ça, évidemment, des confluences entre victimes de l'indépendance algérienne. Et puis, les Algériens étaient déjà nombreux en France au moment de l'indépendance, 350 000 environ en 1962. Mais entre 1952 et 1970, on passe de 350 000 à 700 000. C'est-à-dire que l'immigration algérienne se développe considérablement après
l'indépendance. Et deuxième caractéristique, cette immigration est une immigration beaucoup plus familiale, et c'est une immigration qui s'installe définitivement en France. Il y a peut-être dans la tête le rêve du retour, mais la réalité c'est que la plupart s'installent en France et que les enfants qui viennent ou les enfants qui naissent sont de fait ou légalement même des jeunes Français. Et je crois, comme tout le monde au fond, il y a besoin de savoir d'où on vient, pourquoi on est là, et donc il y a eu un appétit également, un appétit d'histoire. Comme pour beaucoup de ces jeunes, l'intégration se fait, mais qu'elle se fait parfois difficilement, surtout après les années 1973-75, au moment où la crise économique fait des ravages dans l'industrie française, la plus traditionnelle, où elle touche les travailleurs les moins qualifiés. Et parmi ces travailleurs les moins qualifiés, on trouve beaucoup d'immigrés qui vont être les premières victimes d'un chômage de longue durée. Il va y avoir donc une dégradation très brutale des conditions de vie de ces populations, aussi bien au niveau pécuniaire, c'est-à-dire le chômage longue durée, mais également moral, parce que être élevé dans une famille où le père est chômeur, où le père ne trouve pas de travail, où le père va de petit boulot en petit boulot, etc. Soi-même, au fond, avoir une réussite scolaire meilleur qu'on ne pense, mais peut-être avec aussi des difficultés pour rentrer dans le logement, pour rentrer dans l'emploi, les choses qu'on connaît bien aujourd'hui, qui ont été bien étudiées, je crois, maintenant. Tout ça a créé, au fond, a renvoyé une image, mais au fond, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui victime d'un racisme anti-arabe qui serait le produit d'un racisme né de la période coloniale? Donc des questions légitimes qui ont été posées à un moment donné, et qui fait que ces jeunes aussi, au fond, se sont demandé, c'est leur manière au fond d'être entrés en politique aussi, hein. Donc ça a des aspects, me semble-t-il, positifs, se demandent si ils ne sont pas traités comme des indigènes pouvaient l'être autrefois dans les colonies françaises. Donc cette demande de repentance part on va dire d'un bon sens, d'une logique évidente. Il y a des logiques évidentes. C'est pourquoi d'ailleurs c'est un vrai débat politique. C'est pas des choses totalement artificielles. Ce que je crois en revanche, c'est que c'est posé sur des bases historiques fausses, et que c'est aujourd'hui instrumentalisé soit par le gouvernement algérien pour l'essentiel, parce que vous n'entendez pas les Marocains, les Tunisiens, vous n'entendez pas les dirigeants africains, les Vietnamiens encore moins, poser ce genre de questions. Donc on a vraiment le sentiment qu'au niveau international, c'est un débat essentiellement franco-algérien, et en même temps, en France, c'est évidemment, je crois, instrumentalisé pour des raisons, pour l'essentiel pour des raisons politiques. J'ajoute parmi les éléments il y a eu évidemment tout le débat autour de l'esclavage, qui a été un débat extrêmement fort en France, mais aussi dans les départements français d'outre-mer, hein, et qui a conduit à la loi Taubira. Donc vous vous dites maintenant, avec votre livre, pour en finir avec la repentance coloniale, pourquoi concrètement quelle est la thèse Alors la thèse, elle est simple. D'une part, il faut cesser de caricaturer la colonisation et d'en faire une espèce de mal absolu, voire de préfiguration du nazisme. De ce point de vue, je veux dire, les historiens français ont beaucoup travaillé, et j'ai envie de dire depuis fort longtemps, on a des travaux remarquables dès le XIXe siècle sur l'histoire de la colonisation. Ces travaux se sont considérablement développés depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années. Je veux dire, il faut lire Charles Robert Ageron en particulier, mais bien d'autres, qui montrent que la colonisation est une histoire extrêmement complexe, qui n'est pas à écrire ni en tout blanc ni en tout noir. Bon. Donc, les bases historiques qui servent à la revendication de repentance et de réparation sont toujours des bases historiquement fausses. C'est pas des histoires de la colonisation, c'est des procès faits à la colonisation. Donc c'est une histoire à charge et unilatérale. Et deuxièmement, je crois même que cette revendication sert au fond à
justifier une transformation de la République sur des bases communautaristes. C'est-à-dire que on veut, au fond, sous couvert de réparation, défaire le droit français, qui est un droit qui s'applique à l'ensemble des citoyens, pour offrir des droits particuliers à tel ou tel segment de la société française au nom d'un passé qu'il faudrait réparer. Donc l'enjeu est à la fois académique, historique si je puis dire, mais il est évidemment aussi politique. J'ai l'impression, et on va aller rapidement parce que là on va exploser le temps habituel bien sûr, mais c'est assez passionnant et c'est aussi quand même très compliqué. Donc vraiment il faut comprendre que c'est effectivement, vous le disiez, ni tout blanc ni tout noir, il y a toujours des vérités au centre. J'ai l'impression que le métier d'historien, si on peut appeler ça métier d'historien, est en train de changer, l'historien est en train de devenir de plus en plus un juge d'instruction, mais qui instruit et qui juge, ce qui n'était pas la base, notamment. Absolument. Je voudrais rappeler simplement cette phrase de Lucien Febvre, qui était un des grands historiens français depuis fin des années 20, cofondateur des Annales avec Marc Bloch, et qui disait l'historien n'est pas un juge, pas même un juge d'instruction, et qui mettait en garde contre les postures de procureurs. C'est facile de juger l'histoire, c'est facile de condamner les hommes du passé, puisqu'ils ne sont pas là de toute façon pour se défendre. On peut se demander à quoi ça sert d'ailleurs de condamner le passé. On peut toujours condamner la colonisation française par Jules César et regretter qu'il ait fait exécuter un prisonnier de guerre Vercingétorix, malgré les conventions de Genève qui les interdisent, mais ça n'a évidemment strictement aucun sens. Alors il y a effectivement, me semble-t-il, un risque. Certes, les historiens ont toujours été des acteurs de la vie politique. Et au fond, ce qu'on appelle l'école historique française, qui s'est construite avec la Troisième République, un petit peu avant d'ailleurs, avec Fustel de Coulanges par exemple, mais surtout avec la Troisième République, ces historiens ont toujours été des historiens engagés. Ce sont des historiens républicains qui se sont attachés à construire autour de la République un consensus historique. La question qui se pose aujourd'hui n'est donc pas de savoir si tel ou tel historien est engagé dans un combat politique, c'est totalement légitime de sa part. La question, c'est comment il fait de l'histoire et comment il intègre cette histoire dans son combat politique. Et ce qui m'inquiète actuellement, et notamment dans un appel qui circule sur construire un dialogue ou une histoire commune avec l'Algérie, c'est qu'il y a une confusion qui s'opère et qu'au fond, on est en train non plus la question qui se pose, ce n'est plus quel est l'engagement individuel de l'historien, mais quelle est la fonction qu'il assigne à l'histoire et à partir de là, la manière dont il va faire de l'histoire. Et je crois que de ce point de vue, il y a danger. Je pense que quand on est en train de faire de l'histoire, quand on fait notre métier d'historien, et je crois qu'il y a effectivement un métier d'historien, il faut le faire, non pas de manière neutre, mais il faut essayer quand même de le faire de manière honnête. Et le faire de manière honnête, c'est prendre en considération tous les éléments que les archives, que les témoins nous offrent pour écrire cette histoire qui est une histoire nécessairement complexe. Avec le plus de recul possible. Avec le plus de recul possible, et en sachant qu'en permanence on peut être piégé par nos propres engagements. Et donc en étant honnête, y compris sur la position de départ qu'on occupe quand on travaille sur cette histoire. Je voudrais rappeler, j'ai retrouvé une phrase de Seignobos, Charles Seignobos, qui disait « L'historien est dans la position d'un physicien qui ne connaîtrait les faits que par le compte-rendu d'un garçon de laboratoire ignorant et peut-être menteur. » Oui, mais le problème, c'est qu'évidemment, on parle de sciences historiques, mais nous ne pouvons pas faire des expériences de laboratoire. Donc on travaille sur quoi? On travaille sur les archives. Alors ces archives, elles peuvent être plus ou moins anciennes, elles peuvent être écrites ou elles peuvent être orales, ça peut être des images, etc. Par conséquent, on travaille toujours sur le regard porté par quelqu'un sur un événement. Et ce quelqu'un intègre dans ce regard sa part de subjectivité et sa propre position. C'est évident que si j'ai les mémoires de Bugeaud d'un côté et des textes d'Abdelkader de l'autre, je n'aurai pas le même regard sur la conquête de l'Algérie. Mais c'est important d'avoir les deux. Mais c'est important d'avoir le. Si j'ai un défenseur de la Bastille ou un Parisien qui prend la Bastille, je n'ai pas le même regard.
Donc la question n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort. La question, c'est de prendre l'ensemble de ces regards, de ces traces que laisse l'événement à travers les marques qu'il en laisse chez les hommes ou dans l'espace, pour essayer à partir de là, non seulement de reconstruire au mieux l'événement, sachant qu'on n'arrivera jamais à le reconstruire dans sa totalité, et ensuite donner son sens à l'événement. L'historien, ce n'est pas seulement celui qui décrit ce qui s'est passé, c'est d'abord celui qui cherche à comprendre ce qui s'est passé. De ce point de vue, je crois que le livre exceptionnel que tout le monde peut lire parce qu'il est d'une clarté absolue, c'est Le Dimanche de Bouvines de Georges Duby. Le Dimanche de Bouvines de Georges Duby, d'abord c'est le premier qui remarque que la bataille de Bouvines a eu lieu un dimanche. Non pas le premier qui le remarque en tant que tel, mais le premier qui va exploiter cette information majeure. Et Georges Duby explique que l'événement, à ce moment-là, permet de faire ressurgir des profondeurs de la société, au fond, tout ce qui est toute une sociologie des sociétés, mais également toute une culture de la guerre, etc. C'est un livre absolument remarquable qui, moi, c'est le livre qui me guide un petit peu dans ma manière de faire de l'histoire. Je vais terminer avec une question un petit peu provocatrice, mais vous en avez parlé rapidement. Est-ce qu'on risque pas de se retrouver un jour avec un procès de la France vers l'Italie en demandant réparation justement des crimes de César pendant la conquête de la Gaule? C'est provocateur, mais en même temps, est-ce qu'on va pas un jour en arriver là? C'est l'idée absurde que j'avais formulée dans ma première partie, enfin l'introduction de mon bouquin. Moi, je suis fils par ma mère d'Auvergnat, de Clermont-Ferrand. J'ai été élevé en vacances quelquefois et je voyais cette statue de Vercingétorix sur la plage Jaune. Et je me dis, au fond, est-ce qu'on ne va pas demander réparation? Ça serait évidemment totalement stupide. Et puis alors, par ailleurs, quand on dit la France est coupable de, mais c'est quoi la France à ce niveau-là? Je veux dire, qui est responsable, par exemple, pendant la guerre d'Algérie? Bien entendu, il y a eu des tortionnaires. Il y a eu les Ossarès, etc. Mais il y a aussi des Audin, il y a aussi des Allègre, il y a aussi des Bourdais, c'est-à-dire des gens ou des Mauriac, des gens ou des Bollardières, etc., qui ont lutté qui ont lutté pour l'indépendance de l'Algérie, ou qui ont lutté contre les exactions protester contre les exactions de l'armée française. Je vais prendre l'exemple le plus paradoxal. Quand on demande réparation à la France en mettant en cause la France pour la déportation des Juifs. Mais les Juifs qui ont été déportés, certes, il y avait des Juifs encore des étrangers, mais il y avait beaucoup de Juifs français. Est-ce qu'ils sont responsables de leur propre déportation? Ça n'a évidemment pas de sens. Ouais. Un débat très 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 difficile, parce qu'évidemment il y a encore beaucoup de survivants de toutes ces questions, donc ça n'empêche pas qu'il y a effectivement des gens qui ont énormément souffert, ça c'est vrai, ce qu'on peut dire, c'est que c'est lamentable dans tous les sens, mais l'historien n'est pas là encore une fois pour juger. Il y a eu des faits. Qu'il y ait des souffrances évidentes, que des souffrances continuent du côté des Algériens qui ont perdu des proches ou qui ont subi des tortures de l'armée française ou qui ont subi des morts, parce que, je veux dire, il est clair qu'une bonne part des Algériens tués pendant la guerre d'Algérie a été tués par d'autres Algériens, que ce soit en Algérie ou en France, dans les règlements de compte entre FLN, MNA, etc. Qu'il y a eu des souffrances, c'est évident, qu'il y a un besoin de connaissance, c'est indiscutable, parce qu'au fond, que demandent les gens? Ils demandent de savoir. Vous prenez, je suis frappé par quelque chose, moi, vous prenez une catastrophe quelconque. Ce que demandent les gens d'abord, c'est pas une réparation, etc., c'est qu'est-ce qui s'est passé. C'est uniquement à partir d'une connaissance qu'on peut comprendre d'abord et qu'on peut faire son deuil, ou en tout cas amorcer un deuil. Donc la question qui se pose à l'historien aujourd'hui n'est pas une question de reconnaissance, ni une question de repentance, mais une question de connaissance. Il faut que nous fassions notre travail le mieux possible, le plus honnêtement possible, le plus intelligemment possible, et qu'on mette cette connaissance à la disposition des uns et des autres, pour qu'ensuite chacun essaye de se positionner, de savoir où il est et où il en est par rapport à cette connaissance. Je crois que c'est la meilleure des conclusions. Daniel Lefebvre, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
Voilà, un sujet en tout cas pas simple, vous l'avez vu, peut-être aurons-nous la chance d'avoir d'autres interlocuteurs sur le sujet, en tout cas il faudra certainement y revenir. Sachez que Daniel Lefebvre est co-auteur d'un blog qui s'appelle étudescoloniales.canalblog.com, vous aurez ça sur Hérodote.net, nous allons vous remettre le lien bien évidemment, et toujours sur Hérodote.net pour en savoir beaucoup plus parce qu'il y a évidemment beaucoup à dire sur ce sujet. Si vous tapez Algérie dans notre moteur de recherche, vous tomberez sur énormément de notices concernant l'Algérie bien sûr, le manifeste du peuple algérien du 10 février 43, le cessez-le-feu en Algérie, les Français débarquent en Algérie, etc. Vous pourrez vous refaire l'ensemble de l'historique, avoir les tenants, les aboutissants et l'ensemble des acteurs sur le sujet. C'est, vous l'avez compris, vraiment un sujet compliqué, un sujet difficile parce qu'encore une fois, il reste des survivants et qui ont également des descendants. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que ça va encore s'amplifier, continuer? En tout cas, sachez que dans le monde entier, même en Grande-Bretagne aujourd'hui, en Italie, même en Allemagne, même en Belgique, on commence à se poser la question de la repentance. Alors voilà, un sujet qui est de plus en plus à la mode, de plus en plus moderne, en tout cas pas si forcément nouveau que ça dans l'histoire, vous l'avez compris. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours avec un nouveau sujet. À très vite.